Bonjour, aujourd'hui on va parler de la vision de Pascal de la justice. Donc il a une vision complètement déniaisée de ce que l'on appelle la justice. Pascal soutient l'idée que derrière cette idée solennelle de justice, les hommes défendent en fait leurs intérêts. Il y a une complémentarité de la justice et de la force. La justice sans la force est faible et la force sans la justice est injuste. Faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Pascal remarque que cette complémentarité ne va que dans un sens. La justice possède un inconvénient majeur, elle est sujette à dispute. La force pourrait l'accuser d'être injuste. Alors que la force possède un atout, elle est sans dispute. C'est sa puissance qui fait qu'elle ne souffre pas de contestation. Donc si on peut contester la justice, personne ne peut contester la force car elle domine, quelles que soient les raisons. Donc l'association de la force et la justice aboutit à une instrumentalisation de la justice par la force. Ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. La justice est l'alibi de la force. C'est au final le plus fort qui impose sa loi, la présentant comme étant la loi. Donc la justice n'est que le nom hypocrite de la force. Jean de La Fontaine illustre très bien ce propos dans la fable Le loup et l'agneau. Le loup veut dévorer l'agneau et il cherche tous les prétextes pour pouvoir le faire. Et pour justifier donc son comportement. Il accuse l'agneau de troubler l'eau qu'il boit, impossible l'agneau est en contrebas. Il lui reproche d'avoir médit sur lui l'an passé, impossible il n'était pas né. Il dit alors que c'est son frère, impossible l'agneau est fils unique. Alors le loup, ne trouvant plus de raison, il le dévore dans sa force brute. Résultat, la morale de cette histoire, comme nous dirait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. La justice n'est qu'un maquillage pour camoufler la réalité de la force. C'est précisément cette instrumentalisation de la justice par la force qui est décrite dans le texte de Pascal. Ainsi, pour Pascal, la loi ne se comprend pas en termes de justice, mais de domination. Les lois sont écrites par les vainqueurs et non par les vaincus, et elles leur servent à consolider leur pouvoir au sein du groupe social. Voilà, c'est assez quelque part terrible quand on lit ça, parce qu'on se dit non, mais quoi? Mais la justice, oui, il y a une justice en ce monde et tout, mais quand on y réfléchit bien, il n'y a pas tant de justice que ça. C'est surtout des fois, pour avoir des droits, c'est souvent beaucoup de combats. Pour obtenir des droits, c'est souvent des combats, ça ne coule pas de source. Après, on peut se poser de la question de ce qui est juste pour l'un n'est peut-être pas forcément juste pour l'autre. On peut mettre dedans des notions de morale aussi, voilà, de bien, de mal, ce qui est bien pour un et mal pour l'autre. Bon, bien sûr, après, il y a quand même certaines conventions et on peut quand même discerner les choses, mais chacun des fois est convaincu de son bon droit, quoi. Est convaincu dans son idée que lui s'est senti lésé, ou bon, non, voilà, après, là je vais un petit peu loin, parce qu'il y en a qui savent, qui savent très bien, qu'ils ont magouillé. Par exemple, on va donner un exemple, quelqu'un qui vend une moto, elle sait que la moto est défectueuse, elle va la vendre quand même, la personne donc, qui va l'acheter va se retrouver lésée, elle va pas s'en rendre compte tout de suite, elle va s'en rendre compte un petit peu de temps après. Elle va vouloir aller à un médiateur avant la justice. Le médiateur se retrouvant connaissant les personnes qui ont vendu la moto et du côté de ces personnes qui ont vendu la moto, même si le médiateur ne sait pas qu'ils ont traficoté, voilà, et encore que
On peut rajouter encore d'autres notions dedans, puisque on peut dire que c'est l'enfant qui vend la moto, que les parents, du coup, ne sont pas au courant de l'état de la moto, ce qui est possible aussi. Donc le médiateur, il va se ranger, il va pas se... En fait, c'est même pas une notion de justice, quelque part, c'est une notion de neutralité. C'est-à-dire que le médiateur, comme ses amis sont des personnes qui connaissent, et c'est eux donc qui se retrouvent un petit peu au banc des accusés, et ben il va aller de leur côté. Du coup, ça c'est problématique. C'est problématique dans le sens où il n'y a plus de neutralité, il y a un affect qui rentre en compte. Bon, voilà, on peut dire que là, c'est quand même pas terrible. Donc là, on peut se dire, où est la justice dans des cas comme ça? Où est la justice? Donc voilà, il est peut-être nécessaire des fois de se retirer à temps de certaines affaires parce qu'on sait que les personnes, clairement, on va dire que des personnes corrompues, oui c'est ça, ouais, corrompues, qui vont faire que le droit ne va certainement pas se ranger de votre côté, parce que soit ils ont une plus grande gueule, soit parce qu'ils sont meilleurs manipulateurs, peut-être aussi, ce qui est possible. Il suffit que vous ayez en face de vous un juge fatigué, ce qui est possible aussi. Donc vous voyez, on peut mettre plein d'ingrédients, hein. Bon, après, on peut se monter aussi plein de mayonnaise et plein de sauce. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas retirer ses billes à un moment donné? Ou peut-être que se dire qu'il y a des combats qu'il vaut mieux éviter. Ouais, du coup, voilà. Donc ces notions de justice, oui, la justice, oui, la grande justice, voilà, on peut se poser la question si la justice existe-t-elle. Donc voilà, bon après il y a toute une dialectique dans la République de Platon sur le juste et l'injuste, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que l'injuste, voilà. Vous pouvez aller le lire du coup si ça vous intéresse. J'ai fait un petit accident de caméra, mais je suis toujours là. Et du coup, on peut même voir une autre vision qui est intéressante aussi de cette notion de justice, avec en fait c'est l'existence des lois. Donc l'existence des lois avec justement Platon dans République. Personne en fait n'est juste volontairement, mais par contrainte. Donc le mythe de Gyges vise à illustrer une idée que tous les hommes sont poussés naturellement par leurs désirs, de manière égoïste, et que s'ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent, le juste et l'injuste se retrouveraient au même rang, car le juste ne subirait plus la contrainte. Glaucon nous conte ce mythe à travers l'histoire d'un berger vivant de façon modeste. Un jour, il trouve un anneau qui le rend invisible. Il le rend invisible donc quand il le souhaite. Cet anneau fait tourner la tête au berger et il commet les pires méfaits. Il tue le roi, séduit la reine et s'empare du pouvoir. Ce qui différencie Glaucon de Socrate, c'est que Socrate pense que les hommes peuvent être bons par nature, tandis que Glaucon n'y croit pas. Les hommes ne sont pas tous des sages. Donc pour Glaucon, la contrainte est nécessaire dans l'existence des lois, car les hommes ne sont pas justes par nature. Et on retrouve cette notion que l'homme est juste par nature chez pas mal de philosophes, chez Hume aussi, qui dit que l'humain, l'homme a une morale innée en lui. Moi, voilà, suivant mon avis, je pense que je suis amenée à le croire aussi, mais l'homme, bien sûr,
à mon sens aussi, il y a des instincts de conservation aussi en lui. Voilà. Donc la contrainte est une force extérieure, l'obligation une force intérieure. Comme les hommes ne sont pas capables, selon Glaucon, de s'y obliger à être justes, les lois et les sanctions, si elles ne sont pas respectées, eh ben en fait, elles sont nécessaires. Glaucon dit qu'aucun homme n'avait une âme assez pure, adamantive, pour ne pas profiter de l'invisibilité amenée par la bague, car pour lui, l'homme devient par cette bague un dieu parmi les hommes. Donc c'est le pouvoir coercitif des lois, c'est-à-dire un pouvoir contraignant. Voilà. S'il y a une nécessité en fait des lois en tant qu'instrument de justice, voilà pour Platon, il existe également des limites aux lois en tant qu'outil de domination pour Pascal. Penser que les hommes pourraient se passer de lois peut paraître idéaliste. Ils ont besoin de contraintes en raison de leur nature. Mais penser que l'institution des lois vise uniquement à garantir la justice l'est tout autant. Les lois n'échappent pas au principe qui a gouverné à leur établissement, la logique du désir et des rapports de force, la volonté d'imposer sa loi et sa propre justice. Aussi, avec la loi, cesse le bruit des armes, mais la guerre n'est pas forcément conjurée. Les lois ont pour mérite d'établir un cessez-le-feu, mais elles ne mettent pas fin au conflit pour autant. Comme le dit si bien le philosophe Michel Foucault, sous la loi, la guerre continue à faire rage. Absence de loi, c'est une anomie, l'absence d'ordre est une anarchie. Il y a eu une expérience qui a été faite par Milgram, en psychologie sociale. Ça retranscrit, il est retranscrit dans un film d'Henri Verneuil, voilà, en 1979. Expérience pour voir jusqu'à quel point sont prêts à aller des moniteurs qui infligent des décharges à des élèves. Si ces derniers donnent des mauvaises réponses, dans 63% des cas, les moniteurs donnent jusqu'à 450 volts de décharge. Les élèves sont des complices de l'expérience. 63% des cas sont expliqués par le fait du respect de la hiérarchie, dédouanés aussi par le lieu et le corpus des blouses blanches. Certains infligent ces décharges aux élèves en allant contre les valeurs morales, contre leurs valeurs morales. Cela dit, le résultat varie au niveau du pourcentage de moniteurs qui vont jusqu'au bout de l'expérience. Si par exemple, ils entendent les élèves à qui ils infligent des décharges, s'il y a des désaccords aussi entre les blouses blanches, voilà, ça peut dépendre aussi de pas mal d'autres facteurs. Mais c'était intéressant d'en discuter. Voilà pour cette petite vidéo du jour.